Elle est ancienne élève de l'École normale supérieure de Paris. Elle a été aussi boursière à la Villa Médicis à Rome, que vous connaissez très probablement, mais aussi à la Villa Itati à Settignano, donc au centre de la Renaissance de l'Université d'Harvard. Elle est par ailleurs aussi docteur, évidemment, en histoire de l'art moderne, un doctorat qu'elle a donc obtenu à l'École pratique des hautes études et à PSL, donc Paris Sciences et Lettres. Elle est actuellement également membre du conseil d'administration de l'Association des historiens de l'art italien. Elle est rattachée donc à l'Institut culturel italien de Paris par cette association. Et ses travaux de recherche qu'elle va nous présenter ce soir portent sur les tensions entre l'auditif et le visuel. Vous avez dû le voir dans le programme. Ils explorent les représentations de batailles de la peinture italienne du XVIe siècle. La présentation de ce soir se rattache aux travaux issus de sa thèse. Et si vous voulez en savoir plus, je vous invite également à lire son ouvrage « Peindre pour la mémoire, la bataille de la peinture italienne du XVIe siècle » qui est paru en 2024 aux presses universitaires François Rabelais de Tours. Donc je laisse la parole à Pauline Lachy pour sa présentation. Bien, bonsoir à tous et à toutes. Merci beaucoup à Laura De Fuccia et à Alicia Damzac pour leur invitation. Je suis ravie d'être là ce soir avec vous pour partager justement donc certains aspects de mes recherches autour de Paolo Uccello et de son célèbre tableau du Louvre qui termine le célèbre triptyque de la bataille de San Romano, qui est divisé entre Londres pour le premier panneau, Florence pour le second et le Louvre pour le troisième. C'est le panneau dont on parlera le plus aujourd'hui. C'est une œuvre à la fois bien connue, mais qui conserve certaines parts de mystère, notamment pour la date de sa réalisation, notamment du dernier tableau, et certains aspects encore iconographiques dont certains détails peut-être sont encore à éclairer. Et donc l'invitation de ce soir me permet de le mettre en valeur, ce peintre du Quattrocento florentin. Mais vous avez compris qu'en fait mes recherches de thèse étaient sur le XVIe siècle. Donc là on remonte un petit peu en arrière avec cette trilogie, on pourrait dire un petit peu fondatrice de Paolo Uccello. Et je vais l'aborder selon un axe assez particulier qui, je ne sais pas, peut-être vous étonnera et j'espère vous intéressera, qui est l'axe de la question du sonore dans ces tableaux de guerre. Donc en effet, ma thèse portait plutôt sur l'iconographie, les enjeux politiques, les enjeux de théorie de l'art au sein de la peinture de bataille. Toutefois, justement, c'est plutôt au moment de mon post-doctorat, donc au moment de mon séjour à la Villa Médicis, en 2019, que j'ai lancé ce nouveau sujet, qui était de re-regarder ce corpus des images de guerre de la Renaissance au prisme du sonore. Et cette année à Rome s'est conclue par la réalisation d'un petit court-métrage de 10 minutes, avec lequel, du coup, je conclurai ma présentation, et qui, en fait, qui s'appelle « Écho de la peinture », et qui porte uniquement sur le tableau du Louvre que vous avez ici. Et donc, pour monter en crescendo, j'espère, jusqu'à cette diffusion, je vais vous présenter en introduction pour la conférence une introduction à ces questions de l'étude du sonore dans l'image, aux méthodes et aux corpus que j'ai regardés, et donc qui vont prolonger un peu les questions classiques qu'on se pose sur les batailles, les questions politiques et stylistiques, par une lecture thématique et culturelle sur la dimension sensorielle de ce tableau de guerre. Donc ce sera une introduction, on pourrait dire au début, à ce qu'on appelle aujourd'hui les sound studies, donc les études sonores, et de voir leur possible interaction avec la peinture moderne, et particulièrement donc les images de conflits. Donc vous avez compris qu'on parlera une soirée avec Paolo Uccello, mais pas seulement, je vais vous montrer bien d'autres peintres avant de revenir à Paolo Uccello. Mais il sera notre ligne de mire. Et donc, donc je vais commencer par cette introduction, et ensuite je vous expliquerai évidemment la genèse et les enjeux précis de ce film, comment je l'ai conçu, comme un objet vraiment d'histoire de l'art. Et donc après, je serai très heureuse d'avoir vos questions et vos réactions sur cette démarche. Donc voilà. Alors, pour commencer, pour nous mettre dans le vif du propos, je voulais peut-être commencer en vous passant un petit extrait sonore
qui me servira d'exergue. Je ne vais pas tout passer je vais vous passer un tout petit extrait d'une chanson de la Renaissance du compositeur français Clément Jeannequin, qui a composé pour François Ier en 1528 une chanson qui s'appelle La Guerre et qui évoque de manière indirecte, on pourrait dire, la bataille de Marignan, peut-être pour faire oublier celle de Pavie qui est plus proche. Et le début de la chanson, qui est une chanson polyphonique à 4 voix, fait chanter les soldats qui célèbrent la guerre, et un passage est particulièrement célèbre, et je vous le passe. Ça dure 1 minute à peu près. Attendez. Attendez, je vais avancer un petit peu. Voilà, c'est maintenant que ça nous intéresse. Bon, je vais m'arrêter ici pour cet extrait. C'est en découvrant notamment ce type de chanson que j'ai voulu justement amorcer ce travail sur la question des sonorités de la guerre, puisque, comme vous l'avez vu avec ce morceau de bravoure de la chanson de Clément Jeannequin,
on voit bien que les hommes de la Renaissance ont une conscience très nette, j'allais dire, de l'atmosphère auditive de la guerre, et ce type de chanson, donc, qui est une chanson de cour à la fois savante et ludique, met en scène véritablement ce désir d'une imitation sonore de la scène de guerre. En effet, durant la Renaissance, évidemment, les évolutions militaires, matérielles et tactiques transforment les pratiques et les imaginaires de la guerre et modifient certaines de ses caractéristiques sensorielles. Donc notamment la question de sa qualité et de son intensité sonore, avec évidemment l'émergence de l'artillerie et des armes à feu, et la réforme des armées qui sont désormais élargies et largement composées de piétons, dont on a besoin d'organiser et de discipliner les méthodes de combat collectif par des signaux musicaux. Au Moyen-Âge, évidemment, les combats des armées, où dominaient plus largement les chevaliers, étaient déjà très souvent qualifiés de huées, de crier, de bréries ou de noises. Donc vous voyez bien tous ces termes qui sont vraiment associés au déchaînement sonore à travers des cris collectifs qui structuraient militairement et socialement la pratique du combat comme cri de ralliement du groupe. Donc ainsi, ces onomatopées, comme vous l'avez entendu avec cette chanson, donnent lieu dans les arts du texte et du son, dans la littérature et la musique, à une conscience de cette complexité auditive de la guerre. Ça devient donc un genre musical, on vient de le voir, mais aussi un lieu d'invention poétique, puisque Rabelais, justement, en s'inspirant de cette chanson de Jeanne Quin, dans le quart-livre, réalise lui aussi une sorte de chapitre assez flamboyant dans le quart-livre, où il met ses héros sur un bateau dans une mer glacée, et des petits glaçons qui avaient enregistré une bataille ancienne se mettent à fondre et font exploser dans l'air les bruits d'une bataille ancienne. Donc le vacarme tapageur de cet ancien combat réapparaît de manière invisible aux yeux des compagnons de Pantagruel qui deviennent les auditeurs de ce combat invisible et pourtant réactualisé par le son. Donc bien avant les enregistrements, la bataille serait ce qu'on voudrait enregistrer. Donc c'est le passage qui est surnommé « Les paroles gelées » et qui, comme vous le voyez, lui aussi va loin dans l'invention onomatopéique pour dire toute cette variété des bruits du heurt du combat. Ainsi donc, le son est primordial dans l'appréhension de la guerre à la Renaissance, et ce terme et cette question du sonore a été très envisagée par les historiens dans ces dernières décennies, notamment à partir de la notion de paysage sonore, qui a été analysée pour voir à chaque fois les valeurs sociales, politiques et culturelles qui sont associées au son, au bruit, à la musique et aux formes de l'écoute qu'ont chaque époque. Ce terme donc de paysage sonore, soundscape en anglais, il vient de ce livre fondateur du compositeur et théoricien canadien Raymond Murray Schafer à la fin des années 70. Et ce terme a été aujourd'hui largement popularisé en histoire et au-delà, dans le courant notamment en France de l'histoire culturelle, qui a aussi, notamment par exemple avec Alain Corbin, évidemment, qui en France a été l'un de ses plus importants représentants, des environnements phoniques et de leurs valeurs pour différentes périodes. Et donc, ce qui croise évidemment à chaque fois l'histoire de l'identité et des émotions. Alors la guerre, on l'a dit, on l'a entendu déjà, est un environnement auditif de haute intensité, et ça a été évidemment un champ qui a été un thème privilégié de ces études sonores ou sound studies. Et en effet, ce sont les guerres contemporaines d'abord qui ont été l'objet de ce type d'études. Et vous voyez ici devant vous un document assez exceptionnel qui est effectivement le sonogramme du moment de l'armistice de 1918, où vous pouvez voir comment à 11h, avec l'armistice, intervient sur la bande d'enregistrement l'arrêt des combats et le passage du bruit de la guerre au silence de la paix. On voit bien l'oscillation de la ligne qui enregistre les sons et ensuite sa rectitude qui nous montre ainsi le silence enregistré de la paix. L'historiographie s'est donc d'abord intéressée au son des guerres industrielles, des guerres contemporaines, et je vous en ai mis quelques exemples ici. Et un des chercheurs qui s'est intéressé notamment à la guerre d'Irak, John Martin Daughtry, un musicologue américain, a même créé la notion de belliphonics.
les bruits de la guerre. C'est une notion évidemment elle-même un peu tonitruante quand on voit ce mot un petit peu hybride, qui cherche à trouver un terme pour unifier l'ensemble des sons que peut contenir une guerre donnée. Donc aussi bien les voix, les musiques, les bruits mécaniques, les bruits des instruments, des outils, des armes, tout l'univers sonore d'une guerre, un terme du coup qui est peut-être un petit peu... enfin pas commercial, mais vous voyez, légèrement utile toujours dans le champ universitaire pour placer un concept marquant, mais qui permet en fait quand même de mettre le doigt sur, de définir un corpus et de lancer une étude un peu plus précise. Alors, pour la période moderne, rassurez-vous, on va parler de la période moderne, les études littéraires ou historiennes s'étaient déjà bien intéressées aux sièges, aux chansons, justement aux paysages sonores des sièges, aux chansons des soldats de la Renaissance et à la mise en place de la musique militaire dans les armées. Donc, je vous ai mis ici 3 livres assez fondateurs qui sont dans cette lignée-là. Et qui nous montrent comment à chaque fois les pratiques phoniques et les imaginaires sonores qui les animent et les soutiennent interagissent. Alors, quel rôle pourrait donc avoir maintenant l'histoire de l'art au contact de ce champ des sound studies ? En effet, vous allez peut-être me dire d'abord qu'elle semble avoir un rôle assez secondaire, voire paradoxal, puisque la peinture est décrite comme muette depuis le mot d'Horace, qui oppose en chiasme la poésie comme peinture parlante et la peinture comme poésie muette. Léonard de Vinci, dans ses débats sur le Paragone, parle de la peinture comme d'un art destiné aux sourds. Et c'est assez intéressant de repérer chez lui la fréquence de cette métaphore, puisqu'il s'agit chez lui à chaque fois de souligner, d'aligner en fait les qualités du spectateur, et notamment sa capacité sensorielle, avec la nature du médium auquel il est confronté. Ainsi, ce serait l'aveugle qui serait le meilleur auditeur pour la poésie, et le sourd qui serait le spectateur idéal de l'art visuel de la peinture, car leur sens serait donc entièrement tourné vers le sens privilégié par l'art qu'ils regardent. Ainsi, on voit néanmoins que Léonard, dans son traité sur la peinture et ses remarques sur les batailles qui l'ont beaucoup occupé, et vous savez peut-être qu'il y a ce texte exceptionnel de Léonard qui décrit la bataille comme un nuage d'où émergent peu à peu les combattants, et il commente ailleurs: à cette démonstration donc de la bataille en peinture, il ne manque rien, si ce n'est le bruit des machines, les cris des vainqueurs effrayants, les cris et pleurs des vaincus épouvantés. Ces choses encore, le poète ne peut les représenter au sens de l'oubli. Bon, à chaque fois, les remarques de Léonard se placent dans cette compétition entre poésie et peinture, lequel des deux arts serait le mieux capable de peindre la bataille, et évidemment, le sonore semble au départ une limite pour la peinture. Semble un défaut. En effet, mais en réalité, j'allais dire, cette question du paragone comme ça des arts et la question de la peinture muette a un petit peu été une sorte de topos rhétorique qui en fait est un petit peu trompeur. En effet, il faudrait peut-être moins dire que la peinture est muette que dire que la peinture est silencieuse, puisque muet semble indiquer un empêchement, un défaut, alors qu'en réalité, le mode d'être de la peinture, c'est effectivement le silence. Mais ce n'est pas un silence empêché, c'est une sorte de silence plein, de silence qui est la manière dont la peinture existe dans le monde. On se souvient néanmoins que Poussin disait justement qu'il fait profession des choses muettes. Mais donc, comme vous le voyez, ce silence ou cette mutité, on pourrait dire plutôt, n'amène pas du tout, évidemment, la peinture à abandonner la prise en charge d'un horizon sonore. La peinture ne produit pas de son, mais elle a affaire avec le son. Elle montre des figures engagées dans des actions sonores, et elle se confronte, évidemment, et c'est ça qui est difficile à la Renaissance, à l'invisibilité de la diffusion du son, à l'expérience qui est intérieure de l'audition. Évidemment, j'allais dire, montrer le toucher, ça se voit, l'audition reste inaccessible visuellement, ou en tout cas le plus souvent.
C'est donc un défi pour la peinture mimétique de la Renaissance que de se confronter au sonore, mais on verra qu'elle va trouver des moyens à la fois réalistes et symboliques, parfois métaphoriques, pour parler du monde sonore et des valeurs qu'on lui associe. Évidemment, si vous vous intéressez à l'art médiéval, vous savez peut-être que l'art médiéval a par sa variété d'expressions symboliques, lui, a des ressources peut-être encore plus riches que l'art moderne pour dire le sonore et le silence. Je vous conseille le livre de Vincent Debiais sur le silence dans l'art médiéval, si vous voulez lire quelque chose là-dessus. Bon, maintenant regardons ce que dit la théorie de l'art du son dans l'image. En effet, Vasari, dans Lévi, parle assez souvent de cette part de l'audition dans l'historia, même si évidemment l'historia donc est silencieuse, mais elle est éloquente. Et il note plusieurs fois une expression que j'ai notée. Il dit « il y a une attention des oreilles des protagonistes dans l'histoire ». Donc effectivement, il évoque bien l'idée que les personnages sont attentifs, qu'il y a une sollicitation auditive dans l'image et qu'elle s'impose aussi indirectement au spectateur lui-même. Il cite ça pour plusieurs fresques, celle de la chapelle des Espagnols à Florence, à Santa Maria Novella, où il y a le forgeron Tubalcain, ou dans d'autres fresques de Raphaël. Mais je vais vous montrer des exemples, il nous explique bien comment ce son dans l'histoire est aussi un son qui va interpeller le spectateur. Et ainsi, je vous montre l'exemple de 2 batailles, parce que ce sont évidemment les scènes dans lesquelles on voit que Vasari projette un horizon sonore extrêmement marqué. Alors regardons d'abord le célèbre dessin qui nous rappelle le carton de la bataille de Cascina de Michel-Ange. Dans cette scène, vous savez qu'il y a une des rares batailles où il n'y a pas de combat, puisque c'est la scène préparatoire où l'armée florentine se lève d'une sorte de pause pour se mobiliser à l'annonce de l'alarme et de l'arrivée des ennemis pisans. Donc c'est le branle-bas de combat de l'armée qui se lève, et Vasari commente, et il commente notamment, vous voyez le personnage assis de vieillard, assis, replié comme ça sur un rocher, qui enfile ses chausses de manière pressée, étant donné l'urgence de l'alerte. Il y avait un homme âgé portant sur la tête une couronne de lierre pour se faire de l'ombre. Assis pour enfiler ses chausses, il ne pouvait les passer à cause de ses jambes mouillées, parce qu'ils se sont baignés dans la rivière attenante. Entendant la rumeur des soldats, les cris, les bruits de tambour, dans sa hâte, il tirait en forçant sur une de ses chausses. La torsion de sa bouche montrait son tourment, et son effort défendait jusqu'à la pointe de ses pieds. Il y avait aussi des tambours, des figures nues, des vêtements enroulés, courant à la bagarre, des positions incroyables, debout, agenouillés, penchés, couchés, soulevés, avec de savants raccourcis. Ce qui est assez intéressant dans ce commentaire de Vasari, c'est qu'à la fois Vasari replace bien les personnages et la hâte avec laquelle ils s'habillent dans une sorte de sirène sonore que l'alarme de l'armée est en train de déchaîner. Et vous voyez qu'en fait, on a au centre de l'image, ici, le personnage qui vient donner l'alerte et dont le cri est orienté vers nous, face à nous. Et autour de lui, juste derrière, un joueur de flûte, plutôt, qui sonne de sa flûte et qui relaye le cri d'alerte derrière le lanceur d'alerte. Ce que vous avez évidemment noté dans le texte, c'est quand même les discordances entre ce qu'en dit Vasari et l'iconographie de la fresque, puisque il n'y a pas ici de trompette, mais il n'y a pas non plus de tambour, et les tambours, j'allais dire qu'il cite, il les imagine plutôt qu'ils ne sont représentés. Et donc on a bien ici, vous voyez le fait que Vasari a très bien saisi le caractère d'urgence sonore dans laquelle s'inscrit l'action de la scène, et pour laquelle Michel-Ange ne nous donne que quelques indices, mais à l'aune de laquelle il faut bien comprendre ces gestes forcenés, effrénés, frénétiques, avec lesquels chaque personnage cherche à se mettre en ordre de bataille. Donc, ici, et vous savez que cette scène a été largement comparée à un jugement dernier, c'est parce que justement il y a cette sorte de résurrection des corps qui se lèvent
pour un combat qui est ici politique, mais qui est bien un combat existentiel pour la survie de Florence. Et donc, ici, l'imaginaire sonore, j'allais dire, de la scène dépasse quasiment la véritable monstration sonore des indices dans le carton. Je vous montre maintenant une autre... je continue dans la série des batailles merveilleuses qui ont disparu ou que nous n'avons plus, en vous montrant cette copie d'après la bataille de Titien, qui était dans le palais des Doges de Venise, et qui a brûlé donc en 1577, et qui, d'après le témoignage qu'en donne Francesco Sansovino dans son guide de Venise, Venise città nobilissima et singolare, nous dit que dans cette bataille, on pouvait voir un capitaine, il parle du personnage ici dans l'angle droit inférieur, un capitaine qui, s'étant levé au bruit d'une bataille, se faisait armer par un jeune homme. Alors, cette mention est assez intéressante, puisqu'évidemment, on voit bien que c'est assez absurde que le capitaine se réveille au moment de la bataille, ce n'est évidemment pas ça. C'est évidemment la pose, en plus du capitaine, est vraiment celle de celui qui est appuyé sur son bâton de commandement et qui déclenche en réalité toute la boucle de l'action de la bataille, dont il est le point initiateur. Donc, j'allais dire que le mouvement de la réaction de Sansovino est néanmoins très éclairante pour voir l'imaginaire sonore que les hommes de la Renaissance ont autour des scènes de guerre, c'est-à-dire que, voyant une scène de guerre, ils pensent tout de suite à la question de son bruit, de son chaos sonore, et en même temps, l'idée de quelqu'un qui se lève au bruit de la bataille fait référence à une célèbre anecdote de la littérature artistique, qui est celle du peintre antique Théon de Samos, qui est rapporté par Pline l'Ancien. Et Pline l'Ancien raconte que ce peintre antique trichait, quelque part, en ayant fait un tableau d'un soldat qui court, et au moment de montrer son tableau qui sortait derrière un rideau, il faisait sonner une trompette par un musicien caché à côté. Et donc, les spectateurs, voyant le soldat courant et la trompette qui sonnait, les gens se levaient immédiatement, saisis devant la vérité humaine, quasiment la vérité absolue, sensorielle, qui alliait du coup le visuel et le sonore. Donc vous voyez l'idée que le son de la guerre est un réflexe aussi qui a une action, une forme de puissance sur le corps même des spectateurs. C'est peut-être ce qu'on peut deviner, même si c'est un peu en filigrane, dans ces témoignages, ces bribes de témoignages sur les peintures de bataille de la Renaissance. Ainsi, je vous propose donc pour le temps qu'on va avoir ensemble de nous mettre dans cette position nous aussi du sourd qui écoute, comme ce magnifique portrait de Joshua Reynolds, qui se montre ainsi en train d'écouter un langage qui n'a pas de son et en adoptant donc la posture que Paul Claudel a bien résumée dans sa belle formule, l'œil écoute, de son essai célèbre sur la peinture, et de vous proposer donc un peu une lecture audiovisuelle, on pourrait dire, de certaines peintures de guerre de la Renaissance, avec tous leurs procédés artistiques et les enjeux politiques, sociaux et symboliques qu'ils partagent. On va donc pouvoir regarder comment ces éléments sonores impliquent des conséquences en termes de discipline, de violence, d'identité personnelle et collective. Alors, avant de vous parler d'Uccello, je vais vous montrer d'abord une série d'images pour vous montrer à quel point certaines images nous parlent de la dimension sonore de la guerre. En effet, cette question de l'idée que la guerre est sonore, ça vient évidemment déjà de la tradition pythagoricienne et platonicienne de l'univers, christianisée ensuite avec l'idée que le monde est une harmonie mathématique et numérique fondée sur l'idée de concorde qui est identifiée à l'idée de musique. Et donc, par opposition, la perturbation de cet ordre cosmique, musical, c'est évidemment l'idée du bruit ou de la discordance. Et cette discordance, elle est donc associée, comme par l'idée du bruit, souvent à l'idée de la guerre, puisque là, la discorde devient discordance. Je vous en donne une preuve indirecte.
en vous montrant cette allégorie de Louis d'Abraham Boss, qui reprend cette tradition philosophique, on pourrait dire, en l'incarnant dans une scène de genre allégorique, en montrant au centre, ici, de cette allégorie de Louis, vous noterez le petit emblème à la fois grotesque et très éloquent au premier plan, qui incarne l'instrument l'oreille et l'instrument de l'audition. Donc, une scène de concert domestique dans laquelle le concert, qui incarne donc l'idée de l'harmonie et de la musique, est présenté évidemment en repoussoir des tentures présentées dans le salon, qui, elles, comme vous le voyez, présentent des scènes de guerre. Et ainsi, il y a bien une opposition muette ici qui se met en place entre l'harmonie du concert domestique et le dérèglement sonore, le bruit désaccordé des batailles autour, qui là heureusement sont à distance, et qui assiégeraient ce jeu musical domestique. Alors, quelques autres associations entre la guerre et le son. En regardant certains ouvrages liés à l'iconologie et à la théorisation des allégories à la Renaissance, notamment donc, par exemple dans le traité de Vincenzo Cartari sur les images des dieux antiques, vous voyez que le char de Mars, évidemment, présenté donc en triomphe, est accompagné de plusieurs figures dont l'aspect sonore est extrêmement souligné, à la fois le saut des chevaux et la renommée qui ouvre son chemin et qui est sonnante avec son corps, vous savez, sa trompette bien sûr, et ses ailes pour diffuser le son de la renommée le plus loin possible, et généralement des yeux et des oreilles présentés comme allégorie sur son corps, puisque la renommée vient propager la renommée de chaque grand homme. Insistant ainsi et à côté, je vous montre cette allégorie tirée du manuel d'iconologie de Cesare Ripa, la rumeur, et la rumeur qui est bien présentée par un soldat lançant un javelot ou une arme de trait, qui nous montre bien que derrière ces armes et ces jets, il y a aussi des métaphores parfois spatiales de diffusion du son et de son retentissement qui interviennent. Alors, la puissance militaire s'exprime en effet souvent par le fracas, et je vous montre quelques exemples vénitiens au Palais des Doges, en regardant notamment ce grand compartiment plafonnant d'Andrea Vicentino, qui nous montre dans la salle du Sénat Vénus dans la forge de Vulcain. Et évidemment, vous voyez bien qu'ici c'est une Vénus Venise qui préside à la création moins des armes d'Énée que des armes de la République vénitienne, qui avait une puissance militaire, phénoménale. Et évidemment, le lieu de la forge, qui est le lieu tonitruant par excellence, s'accompagne ici vraiment de l'idée d'une terreur sonore. Et vous voyez qu'on peut le voir bien sûr par la visibilité des coups de marteau portés sur le métal, sur l'enclume, bien sûr au centre, mais surtout à gauche, peut-être par l'ajout d'une série d'attributs que l'on attendait peu. Bien sûr, alors à la fois la trompette, mais vous voyez le tambour. Ces éléments périphériques dans la scène, qui ici viennent bien insister sur les caractéristiques militaires et le lien entre le militaire et le sonore. Et notamment à cette idée de puissance fulgurante aussi, j'allais dire, du sonore qui est évoqué de manière sous-jacente. Un exemple moins spectaculaire, mais dans des compartiments du plafond de la salle du scrutin, à côté de celle du Grand Conseil, vous repérez qu'il y a des compartiments de trophées d'armes où les armes sont bien rangées par catégories distinctes, et on repère que dans le compartiment que j'ai mis ici à droite, où vous avez les arquebuses, c'est le compartiment dans lequel on intègre les instruments de la musique militaire. Les trompettes et les timbales ou les tambours, et c'est donc bien l'élément sonore et auditif qui réunit ces deux armes qui n'avaient pas, a priori, dans le programme à être placées dans le même compartiment. Regardons maintenant deux grandes allégories de la guerre pour voir un peu leur dimension sonore. Vous voyez à gauche
dans cette gravure d'après Marten de Vos comment l'allégorie de la guerre, ici une guerre terrible, on sent que ce n'est pas la guerre noble, mais c'est la guerre néfaste, puisque cette guerre est mère de pauvreté. Hein, vous voyez le petit enfant à ses pieds, hein, c'est pauvreté, c'est le cycle des maux de l'humanité qui va s'enclencher. Donc, ici, cette allégorie de Bellum, la guerre, est encadrée à nouveau d'une série de trophées. Bon, jusqu'à présent, j'allais dire ça, c'est très classique, évidemment. Mais en son sein, on voit bien l'originalité de la composition de Vos, c'est de mettre 2 canons symétriques qui se détachent en corolle un peu autour de la figure de la guerre, surexposés par le clair-obscur, qui les fait voir quasiment en creux, et qui insistent sur leur bouche sombre, au lieu évidemment, très souvent, des pavillons éclatants que forment les trompettes de la renommée ou les attributs généralement extrêmement glorieux et éclatants qui encadrent généralement la guerre dans son acception glorieuse. Ainsi, on peut penser que ces bouches sombres des canons, sur lesquelles la gravure insiste ici particulièrement, sont un faible indice de leur résonance terrifiante et de leur détonation, en insistant sur ce potentiel d'agression physique de la puissance acoustique de l'artillerie. Vous repérez d'ailleurs que cette guerre tient dans son bras gauche un brandon pour allumer justement ces canons, et vous voyez que le brandon est levé pile devant la bouche du canon, et c'est exactement l'endroit où De Vos écrit le nom de l'allégorie, Bellum, en insistant peut-être, en mettant le terme à cet endroit-là, aux confins de ces 3 attributs, sur la dimension sonore destructrice de ce tonnerre de la guerre et de la qualité destructrice que l'artillerie annonce. À droite, je vous montre là encore une allégorie terrible de la guerre, celle que Hendrik Goltzius fait à partir des Métamorphoses d'Ovide en décrivant les 4 âges de l'humanité. Et l'âge de fer est celui dans lequel la guerre prend une part à la dégradation de l'homme et à la montée du mal. Ici, vous voyez que cette gravure de Goltzius insiste terriblement sur les éléments sonores, mais ici, en suivant en réalité le texte d'Ovide. Puisque Ovide disait bien, pour décrire cet âge du fer, le fer malfaisant, et plus malfaisant encore que le fer, l'or, en étant extrait, avec eux sort aussi la guerre, qui use de l'un et de l'autre pour combattre, et qui, de sa main teinte de sang, entrechoque les armes bruissantes. Donc c'est en latin concutit arma crepitentia. Ce qui est intéressant ici, c'est que Ovide insistait sur la dimension sonore de cette guerre, et on voit que Goltzius essaye de transcrire cette métaphore à sa manière, en plaçant devant la figure d'un Mars très inquiétant, brandissant une immense lame, 2 attributs de cette guerre sonore moderne, le canon et le tambour, et en plaçant les deux, donc remplaçant le binôme plus glorieux tambour et trompette, hein, on voit bien, là c'est canon et tambour, les 2 instruments plus sourds, plus puissants, qui viennent ici être présentés de manière très agressive, à l'avant de l'image, coupée par le seuil, en agressant visuellement, je dirais, le spectateur de l'image, comme ces armes agressent auditivement, comme leur coup agresse auditivement l'air. Ainsi, vous avez ici à nouveau, et vous voyez qu'à nouveau, les mêmes instruments qui activent, on pourrait dire, là l'arme évidemment est silencieuse, mais on voit que le brandon allumé avec laquelle on peut la déclencher compose une diagonale majeure qui traverse l'ensemble de la scène et qui vient, comme vous le voyez, casser, enfin pas casser, mais amoindrir la place habituellement donnée aux images glorieuses du son de la guerre. Vous voyez ici la trompette qui, elle, gît au sol de manière un peu misérable, contrairement là à ces instruments puissants de la guerre intense.
je vous montre 2 images de paix et de silence avant de passer à Uccello. En effet, puisqu'on a vu que les images de guerre insistaient sur le sonore, vous allez voir que les images de paix insistent sur la question de la tranquillité phonique de la paix, et donc sur l'idée du silence. Ainsi, je vous montre, bon évidemment, vous connaissez évidemment cette allégorie de la paix d'Ambrogio Lorenzetti dans la salle des 9 au Palais communal de Sienne. Et cette paix, comme l'ont montré plusieurs chercheurs, s'inspire de la mention de Prudence dans la Psychomachie qui caractérise la paix en parlant de la toge blanche de la paix silencieuse. Et donc, ici, on peut voir que les caractéristiques des attributs et de la posture et des gestes que choisit Lorenzetti confirment cet adjectif de silencieuse. En effet, on voit que cette paix est placée, donc elle est qualifiée de tacita, donc elle est assise avec une armure étouffée sous le coussin sur lequel elle se repose. Vous voyez, les armures sont très noires, donc on les devine plus qu'on ne les voit bien, mais c'est la masse noire sous le coussin sur lequel elle s'appuie. Il y a également un bouclier et une armure sous ses pieds, et ses pieds qui sont nus, ce qui nous montre bien comment les pieds nus sur le métal du bouclier à terre évoquent l'idée d'anéantir le clinquant du fer à travers un repos désormais retrouvé. Et évidemment, ce qui est marquant, c'est aussi son profil, qui rend très visible son oreille. Et vous voyez que cette oreille placée vraiment de profil et que le peintre aurait pu cacher sous sa main ou aurait pu invisibiliser, est ici mise en valeur pour évoquer cette qualité de silence et désormais de paix retrouvée. Vous savez que justement, des 2 côtés, sur le mur du bon gouvernement et du mauvais gouvernement, on a toute une série de notations musicales aussi, puisqu'on a la ronde des danseurs dans le côté du bon gouvernement, évidemment, et allégorie musicale de la paix et de la prospérité, et de l'autre côté, les rumeurs de la guerre et de la destruction. Dernier exemple, ce thème du contraste entre la guerre bruyante et la paix silencieuse, on peut aussi le trouver dans ce thème du sommeil des arts en temps de guerre. Ce thème vient d'une sentence de Cicéron qui disait que pendant la guerre, les lois se taisaient, mais cette métaphore donc du silence, elle a été utilisée pour dire que pendant la guerre, les muses se taisent, et donc on a toute une série de tableaux comme ça où les arts sont éteints pendant la guerre. Et ici, vous voyez bien que le sommeil est une forme hyperbolique du silence et nous montre le moment où Mercure vient réveiller les différentes muses des arts après l'achèvement de la paix. Je zoome, vous voyez qu'à l'arrière-plan, Mars est désormais nu, et donc Mars n'est plus vêtu de sa cuirasse et triomphant, avec le vacarme qui accompagne son activité. C'est un Mars désarmé, silencieux, dont la nudité évoque l'absence désormais de bruit. Et vous voyez qu'au contraire, alors dites-moi si je deviens un petit peu paranoïaque autour des oreilles dans la peinture, mais je pense que ici, Franz Floris accentue quand même la taille, la rougeur, la lisibilité des oreilles, non pas de manière grotesque évidemment, pas jusqu'à la caricature, mais il y a un léger accent sur les oreilles de toutes ces muses qui désormais passent du sommeil au réveil et à la vie. Donc désormais dans un silence pacifique et non plus dans le fracas militaire qui les avait plongés dans le sommeil. Bon, arrivons quand même à Paolo Uccello et à son triptyque. Donc vous avez compris que cette recherche s'est faite sur un corpus plus large, mais c'est évidemment ce panneau, avec sa composition millimétrée et son déchaînement phonique, qui m'est apparu vraiment comme un des tableaux dans lequel ce thème prenait une attention particulière. Et je ne suis pas la première à le remarquer, puisque vous avez sûrement vu la série télé Palette d'Alain Jaubert, et l'épisode d'Alain Jaubert sur les batailles d'Uccello portait un titre auditif, puisqu'il l'avait appelé « Vacarme en Toscane ». Alors, cette œuvre, j'en dis quelques mots, même si
Je ne vous apprendrai peut-être rien et vous les connaissez peut-être déjà très bien. Donc, le tableau du Louvre, c'est le tableau qui montre le déclenchement de la contre-attaque de Micheletto da Cotignola qui offre la victoire finale de la bataille de San Romano, qui est entre Florence et les Siennois en juin 1432. Alors, ce tableau, pendant longtemps, a eu un historique qui a été faussé, puisqu'on a découvert en fait un document d'archives il y a relativement peu de temps, il y a une vingtaine d'années, je crois, qui montrait que c'était la famille Bartolini-Salimbeni qui avait commandé ces peintures. Mais en réalité, ce qu'on savait surtout, c'est qu'à la fin du XVe siècle, elles étaient dans la chambre de Laurent le Magnifique, dans son palais de la Via Larga à Florence, ce qui avait donc amené à supposer une commande par Côme l'Ancien, qui a donc été démentie par les documents. En effet, Côme était proche du comte de Thiers, Niccolo da Tolentino, qui est montré en train de charger dans la première scène. On sait que, donc ça c'est une reconstitution hypothétique lors d'une exposition, mais on sait que donc dans la chambre de Laurent le Magnifique, ces 3 batailles prenaient place au milieu de 6 tableaux encadrés au-dessus d'une spaliera, 3 donc de San Romano, une bataille de dragons et de lions, une autre sur l'histoire de Paris, d'Uccello, et de Pesel-Lino, une chasse. Le tableau du Louvre, c'est un point qui est discuté encore entre les chercheurs. A priori, effectivement, on voit plutôt maintenant l'idée peut-être d'une division du triptyque, non pas en une commande unique, mais peut-être une commande en 2 temps, puisqu'effectivement, il y a plus d'affinité stylistique entre les 2 premiers panneaux du Louvre et de Florence, et une monumentalité plus forte dans le panneau du Louvre, qui incite peut-être à penser que c'est une commande un peu retardée, peut-être au moment de la mort de Micheletto da Cotignola. Mais ce point-là reste un petit peu en suspens. Donc, ce que vous savez, c'est que dans cette séquence de 3 panneaux, donc le 3e était peut-être, vu sa composition, mis en perpendiculaire des 2 premiers. Là encore, ça reste une hypothèse. Évidemment, ces panneaux sont très célèbres, puisque c'est là que Uccello réfléchit à l'Historia et à son déploiement dans la perspective, ce sur quoi insiste abondamment Vasari dans Les Vies. L'unification de l'espace au sol est combinée à des mécanismes de suggestion de la narration, de narration continue, d'une lecture suivie au sein de la composition entière. Ici, évidemment, le panneau de Londres est célèbre pour sa narration en frise, qui est lancée, vous le repérez, par de longues trompettes dans la partie gauche, et des musiciens qui s'époumonnent, dont le son vient, vous le repérez quand même, comme se poursuivre ou s'incarner dans les lignes des routes du paysage gothique qui se déploie à l'arrière-plan. Cette musique sert donc à la fois de déclenchement à l'action, d'ouverture, mais aussi d'accompagnement, puisque vous voyez bien que dans une peinture, le son qui est ponctuel est figé, et donc est toujours un son qui est immédiat, mais durable. Et c'est ça le paradoxe peut-être de la monstration du son dans l'image, qui le saisit, mais qui l'arrête. Ainsi, cette action nous montre les trompettes qui lancent la charge, mais aussi peut-être des trompettes qui sonnent déjà une forme de gloire. Et ici, les pauses sont très arrêtées. Et vous noterez aussi évidemment l'opposition entre à chaque fois le silence des personnages, avec justement le capitaine Niccolo da Tolentino et son page derrière lui, qui ont la bouche parfaitement fermée, et au contraire évidemment les chevaux qui, eux, ont toujours la bouche très largement ouverte, volontairement, et l'idée d'un hennissement répété qui est très marqué dans la scène, même si vous voyez que Uccello ne va pas aussi loin que Pisanello, qui lui superposait quasiment la bouche de la trompette et celle du cheval dans son tournoi de Mantoue pour vraiment insister sur cette combinaison sonore du lancement de la bataille. Enfin, là, c'était un tournoi collectif, mais bref. Ainsi, on voit déjà les signes discrets de l'engagement d'Uccello sur le sonore. Et j'aimerais bien qu'on regarde ici, dans la partie droite, un tout petit détail que j'ai mis du temps à voir. Mais vous voyez que Uccello cache dans la scène
des chevaux hennissants, parce que évidemment les personnages, eux, sont très opaques derrière ces cuirasses, mais les différents chevaux, et notamment, regardez peut-être, je pense que maintenant vous le voyez, ah oui, mais vous ne voyez pas en fait mon pointeur, vous voyez qu'à droite, derrière l'armure, on voit les dents du cheval noires qui surgissent. Il y a cette bouche qui surgit de manière très cachée, et qui montre bien que depuis le début de la frise, il y a bien 3-4 chevaux hennissants qui se poursuivent dans le paysage. Dans celui de Florence, le jeu de symétrie de la narration s'organise autour d'un motif central qui est le désarçonnement du capitaine siennois. Bon, il y a des débats, mais ce serait a priori Bernardino della Carda, le capitaine siennois. À nouveau, vous repérez à gauche des trompettes, on pourrait dire structurantes, qui ouvrent la charge et qui se confondent un petit peu avec les lances, enfin qui commencent déjà à interagir avec les lances de la troupe de cavaliers. Et cette narration virtuose en demi-cercle, qui est soulignée par les postures, vous voyez, perpendiculaires des deux chevaux quasiment sombres au premier plan, ces deux chevaux qui ont des postures donc perpendiculaires, insistent sur une narration en demi-cercle où on a l'impression effectivement d'une poursuite de la troupe florentine arrivant par la gauche et repartant par la droite de manière extrêmement dynamique. La symétrie des robes des chevaux, blanc et marron, et baie, avec dans un certain ordre, présenté en chiasme de l'autre côté, instille bien l'idée d'une poursuite et du suivi du regard sur les mêmes figures. Vous repérez qu'à nouveau, il y a un tout petit détail sonore qui accompagne ce grand mouvement, et vous repérez que les chevaux ont des clochettes accrochées à la queue, des grelots. En effet, les chevaux étaient parfois accompagnés de breloques et d'appliques branlantes qui faisaient du bruit et qui permettaient en réalité, avec justement le son des sabots et le souffle de l'animal, de créer un environnement sonore accentué qui accentuait à la fois l'idée de puissance et l'idée de gloire et de décorum autour du mouvement militaire. Venons-en à notre tableau. Ici, évidemment, c'est un tableau qui fonctionne dans l'autre sens, de droite vers la gauche, ce qui a fait penser qu'il pouvait être placé donc en perpendiculaire des deux premiers, et qui présente, qui est articulé donc autour du personnage de Micheletto da Cotignola, qui est présenté au centre, lançant l'assaut de la contre-attaque pour venir au secours de la troupe florentine mise en difficulté. On voit ici que la scène est donc de l'arrêt jusqu'à la charge, et la scène montre bien un déchaînement à la fois de mouvement, un déchaînement cinétique, qui dans la partie gauche, ça a été évidemment très commenté, ressemble quasiment à une décomposition de Muybridge par la photographie du mouvement, et en même temps un mouvement physique qui est aussi un crescendo auditif, et c'est ça que j'ai voulu montrer dans le film en essayant de montrer l'image comme un événement sonore. Alors, le tableau a plusieurs éléments phoniques assez puissants, le hennissement au centre, les sonneries des trompettes, le piétinement des hommes et la course des chevaux qui, ici, comme vous le voyez, sont particulièrement marqués et insistants. Ainsi, il semble bien qu'il y ait la volonté de la part d'Uccello, dans ce panneau particulier du Louvre, d'être beaucoup plus explicite sur la qualité sonore du déchaînement de la troupe par rapport aux deux premiers panneaux. Une possibilité serait que cette question sonore ait peut-être un rôle emblématique ou symbolique. En effet, le personnage ici central, Micheletto Attendolo, était lié à la famille Sforza, et le cri de forza ou sforza, enfin force ou puissance, était au départ un surnom qui avait aussi la valeur d'interjection militaire. Donc peut-être que la puissance, mais là c'est vraiment de l'ordre de l'hypothèse, éventuellement la puissance sonore dans cette image pourrait être une sorte de transposition emblématique du nom de famille ou de la famille Sforza à laquelle se rattache ce célèbre condottiere.
Un autre point qui a été souligné par, je vous montre d'autres détails, un autre point, oui, d'autant que, je vous le montre justement, un des éléments qu'il faut que je creuse davantage, c'est justement comment Francesco Sforza, qui était donc le cousin de Micheletto Attendolo, avait notamment comme un de ses emblèmes un cheval hennissant sur la médaille que Pisanello fait de lui, ce qui peut-être, mais là je reste prudente, pourrait peut-être expliquer l'intensité offerte à ce hennissement par rapport à l'habituel hennissement médiocre, j'allais dire, qu'on voit dans les peintures de bataille. D'autre part, je vous montre un autre détail que, voilà, regardez le trompette en haut à gauche, le chercheur Pietro Roccasecca, qui a écrit sur ces batailles, rappelait que la devise, un des emblèmes des Salimbeni, était la fleur de pavot, avec la devise « Per non dormire ». Et il voit dans le chapeau de ce trompette une forme de fleur de pavot, et donc il se demande si la question de la violence musicale ne serait pas aussi une sorte de rébus et d'indice pour évoquer l'emblème, la devise de la famille Salimbeni. Bon, là ce sont des hypothèses, mais je vous les soumets. Ainsi, on voit qu'Uccello est quelqu'un qui a beaucoup réfléchi à la sonorité et à son déploiement. Je vous montre juste pour rappel la chasse d'Oxford, dans laquelle il présente au centre, évidemment, une série de chasseurs déchaînés avec leurs chiens qui s'enfoncent dans la profondeur de la forêt, lieu qui, dans la culture médiévale, est vu quasiment comme un palais hyperbolique, puisque la forêt et sa futaie fait résonner les sons. Et vous voyez que le personnage qui ouvre la scène est un musicien qui, sonnant de son corps, lance la poursuite ici dans la profondeur de l'image. Bon. Donc Uccello, entre les chasses et les batailles, s'intéresse à des moments hautement sonores. Je vous rappelle aussi que le panneau, et ça malheureusement, était orné avant de feuilles d'argent, d'or, qui offrait aux armures un véritable relief visuel qui comprenait aussi une dimension symboliquement auditive, puisque les armures et leur métal sont à la fois le lieu physique et aussi symbolique de la puissance sonore. Alors, j'en viens à vous parler un petit peu de ce petit film avant de vous le montrer. Donc ce court-métrage, c'était un petit peu l'aboutissement totalement inattendu de cette année à la Villa Médicis, puisque au départ, je voulais écrire un essai et pas du tout faire un petit film, ce sur quoi je n'avais évidemment aucune expérience. Et donc, en fait, c'est vraiment le creuset un petit peu de la Villa Médicis avec l'interaction avec les autres boursiers, artistes, vidéastes, musicologues, enfin, non, pas musicologues, musiciens, pardon, et ces moments de partage et surtout l'occasion de l'exposition des pensionnaires qui m'a fait me poser la question un petit peu de savoir comment je pouvais présenter ces recherches. Et donc je me suis un petit peu éloignée des formes plus académiques, plus traditionnelles, des articles ou des conférences pour proposer cet objet qui est un petit peu justement, alors peut-être une forme de, je ne sais pas si c'est de la recherche-création, mais vous me direz, en tout cas en essayant de faire un film qui était d'abord un film d'historien de l'art. Donc c'est-à-dire que ce n'est pas du tout un film fait pour parler du bruit, mais c'est d'abord un film qui veut parler de la peinture et donner une expérience du regard, et j'espère partager un plaisir du regard sur ce panneau, dans la lignée peut-être d'un regard attentif aux détails, comme y attache par exemple Daniel Arras. Ce qui m'intéresse ici dans ce film, c'était justement de jouer dans le film sur cette espèce d'asymétrie justement entre la peinture et le film. Puisque utiliser le film, qui est audiovisuel, pour regarder la peinture, qui elle évidemment est uniquement visuelle, c'était une manière de matérialiser le silence. Parce que justement, je pouvais utiliser le fait que la bande-son du film nous mettrait en capacité de nous poser la question de comment les bruits sont intégrés dans l'image. Donc c'est en jouant de ces décalages, de cette asymétrie sensorielle, on pourrait dire,
que j'ai voulu jouer. Donc, vous imaginez la tête de Carlo Purpura quand je suis allée le voir, en lui disant que je voulais faire un film avec lui, qu'il allait devoir imaginer du design sonore pour qu'on comprenne que la peinture était silencieuse. Donc, il n'a pas été très content au début, mais il a relevé le défi, et donc on a beaucoup dialogué, et on a trouvé une certaine manière de faire. Vous me direz si ça vous convainc. En effet, mon but, vraiment, donc vous voyez que c'est un travail collaboratif avec une monteuse pour l'image, ce créateur designer sonore pour la bande son, et un camarade pensionnaire, Miguel Bonnefoy, que vous connaissez peut-être comme écrivain, puisqu'il a eu le, je ne sais plus quel prix Médicis l'année dernière, je crois. Donc, excellent orateur qui lit ses propres livres, mais qui a accepté de mettre sa voix au service de mon petit film. Et effectivement, donc, travail collectif, mais qui devait aboutir à quelque chose qui n'était absolument pas un bruitage de la peinture ou une mise en son de la peinture. En effet, je voulais vous montrer juste cette image du film de Dario Argento, Le syndrome de Stendhal, puisque il y a un moment où la jeune héroïne devient un petit peu à une hallucination dans le musée des Offices, et puis après ailleurs, parce que vous voyez bien que la ronde de nuit, évidemment, n'est pas aux Offices, mais au départ, elle perd la tête dans les Offices au moment où les tableaux de Botticelli, d'Uccello, de la Méduse de Caravage se mettent à parler, à faire du bruit, à hennir, à souffler pour le Zéphyr de Botticelli. Donc, ici, ce n'est pas du tout l'idée de sonoriser les tableaux, ce qui est parfois fait dans les documentaires de manière un petit peu grossière. Donc, pas de bruitage. Je vous montre un studio de bruitage. Je suis allée dans un studio une fois, c'est assez intéressant, mais je crois que c'est une autre démarche. Mais c'est intéressant de voir ça. Et c'était pas non plus une démarche d'archéologie sonore. Parce que vous connaissez peut-être cette pratique, qui là est une véritable pratique historienne, c'est-à-dire l'idée de recréer les sons du passé, ce que fait très bien donc Mylène Pardoen, qui en France, au CNRS de Lyon, est quelqu'un qui recrée des ambiances sonores du passé à partir des archives et de tous les documents qu'elle peut trouver. Un de ses projets les plus célèbres que vous pouvez trouver en ligne, c'est la reconstitution sonore du quartier du Châtelet au milieu du XVIIIe siècle. Mais là, c'est un travail vraiment historique sur le sonore. Donc moi, évidemment, je ne vais pas tout vous dire, mais je vous donne quand même quelques idées sur les choix que j'ai opérés. Donc, j'ai décidé le premier choix qui a été assez net, c'était de choisir une écriture différente pour le texte de la voix off des écrits universitaires ou académiques que j'avais déjà faits. Donc, j'ai décidé d'écrire une sorte d'ekphrasis poétique, de textes qui jouaient beaucoup plus sur le choix des mots, les images, les métaphores, un langage un peu soutenu et en même temps qui joue sur les sonorités ou les rythmes. Donc un langage en tout cas moins documentaire, moins informatif. Donc voilà, ce n'est pas justement comme le texte de Palette qui nous explique extrêmement bien les batailles d'Uccello. La voix off cherche vraiment à décrire l'image pour nous la faire voir et pour suggérer ensuite les valeurs qu'ont les sons qu'on y décèle. Et donc, le texte cherche à vous montrer en fait le lien entre le son dans l'histoire et évidemment le son peut-être métaphorique que le tableau cherche aussi à produire. Donc c'est un film qui se veut immersif puisqu'on est pendant 10 minutes dans le tableau, sans en sortir, avec la voix de Miguel Bonnefoy, et j'ai essayé avec lui justement de travailler sur la cadence de la voix, faire des pauses, qu'il donne une sorte de chaleur sensible mais sans excès, parce que justement, comme le texte est déjà peut-être un peu chargé, je pense que la diction devait rester relativement sobre. Pour le montage, donc, que j'ai fait avec Lydia Barrault, l'idée c'était évidemment de décomposer la mécanique de l'image. On a dit que voilà, Vasari a bien montré à quel point Uccello est un peintre mathématicien, avec un séquençage très calculé, voire un peu maniaque là, des motifs visuels et auditifs qui sont répétés, combinés, accélérés dans la scène. Et vous savez que, évidemment, Uccello a eu un grand succès auprès des futuristes, qui étaient eux-mêmes des grands amateurs de la naissance de la poésie bruitiste. Donc, voilà, peut-être cette alliance entre le visuel et le sonore, ils l'ont senti.
Dans le tableau, pour le montage, j'ai essayé de ménager un apprivoisement, j'allais dire, du tableau, d'abord lent, et puis ensuite à la fois un effet de cohérence narrative, et puis en même temps des moments peut-être de défamiliarisation du tableau, d'étonnement, encadrant sur quelques motifs parfois moins regardés. Alors pour les choix sonores, évidemment, c'est ça peut-être qui vous intéresse. Les choix sonores, justement, ont été donc de faire sentir un silence plein de bruits inaudibles. D'où ce titre « Écho de la peinture », en soulignant cette idée de son entendu à distance. C'est-à-dire c'est un son dont on n'a pas la source, voilà, la peinture est silencieuse, mais il y a une sorte de bruit mental qui nous accompagne quand même. Ainsi, donc, les sons ne sont pas illustratifs, il ne s'agissait pas de faire une sorte de bande-son de film historique, mais de montrer les indices visibles et de créer des échos. Donc on a évité les sons trop précis, les sonneries de trompette, les éclats de métal trop précis, pour essayer un peu de diluer ces sons de manière moins individualisée, en les étirant et en les décalant parfois avec le moment où on voit l'image et où on entend ces sons pour créer plutôt des échos. Enfin, donc c'est bien l'idée Ce qui m'a intéressé, du coup, c'était de faire ressentir dans la bande-son l'idée du signal, l'idée de l'explosion, du crescendo, du roulement qu'on voit à travers l'image. Ainsi, l'idée, c'était vraiment de faire sentir ce pouvoir de suggestion sensorielle de la peinture, mais non pas de faire un tableau vivant, parce que le tableau reste dans la fixité de la peinture, mais il résonne de sons implicites qu'il mobilise et qu'il contient. Oui, alors je vous ai pas montré ça, je le dis juste en une phrase, vous verrez dans la fin du film. L'idée, à mon avis, c'est de montrer comment on passe de la narration au symbole, et la question de la fama, de la gloire sonore, à mon avis, effectivement, est très présente à l'arrière peut-être de ce tableau. Je vous montre cette dernière image avant de vous passer le film. Une des questions, ça a été comment fallait-il regarder le film ? Alors, quand j'ai fait l'exposition justement des pensionnaires à la Fondation Lambert en 2019, vu la salle où j'étais, on a dû projeter sur une télé avec des écouteurs et des casques. Ce qui est justement, une des vraies questions, c'est est-ce qu'il faut le regarder comme ça, avec le son comme on va faire maintenant, ou avec un casque ? L'idée, en tout cas, c'est que là, on comprend bien que c'est une sorte d'expérience intime du regard, que le tableau ne parle pas, et que ça reste une sorte de possibilité mentale du son, et non pas un bruitage de l'ensemble. Donc, je le lance après ce long suspense. On dit que la peinture est muette. Dire qu'elle est silencieuse semble trop peu. On a l'air d'espérer qu'elle se mette à parler, comme l'a fait le cinéma, lui aussi un temps muet. Le son dans la peinture est là sans y être, à distance dans l'épaisseur du silence. Il ne s'agit pas de l'exhumer ou de bruiter le tableau. La peinture, quelle qu'elle soit, est une vie droite. Mais en pensant à ses bruits, on peut parfois mieux voir. Paolo Uccello, Paul Loiseau, peint des cavaliers dans un bois. Pour dire l'éclat de la victoire, il applique des feuilles de métal d'or et d'argent sur le panneau de peuplier. Le temps a effacé le relief du métal et la profondeur du paysage. Les lances au fond évoquent seules
les arbres qu'on ne voit plus. Quand une troupe s'installe dans une forêt, on a l'impression qu'elle apporte le souffle mécanique de la ville dans le royaume des oiseaux, des animaux, des hannetons, des feuilles, des baies, des herbes. Du repos à la fureur, Uccello prépare le déchaînement sonore de la troupe, prête à conquérir l'écho silencieux de sa propre gloire. D'abord rien, ou pas grand-chose. Des chevaux vus de dos, des cavaliers masqués. Un faux silence, moins celui du bivouac que celui de l'embuscade. Un fantassin bande son arme au cœur du cirque des chevaux. Une mécanique invisible remonte la corde de l'arbalète. La jambe du cheval devient l'arbrier de l'arme. La corde, comme les hommes, est bientôt tendue. Concentré, regard au sol, le clic, une bouche ouverte. Le soldat couronné ordonne les cavaliers en arc, comme les facettes de son chapeau. Au centre de la parade qui s'annonce, il fait la roue. En corolle, la fleur des chevaliers s'épanouit en aume, fleurit en crêpe et en panache. Vase de plumes ou pavillon, il recueille et étouffe les prémices du combat. Les cavaliers sont sans bouche, presque sans regard, et ces signets sont autant de secrets porte-voix. Soudain, une sphère, blanche et parfaite. La queue en boule, impeccable pompon. Témoin de l'arrêt, promesse d'un signal, l'idée d'un gong. Un pied levé, un soulèvement. L'alerte. Ce ne sont pas les trompettes, elles sont débordées. Au centre, c'est un cri animal qui commande à l'immensité. L'alarme est dans les dents longues, toutes découvertes, les gencives rouges, les mailles blancs, la langue, la violence de la chair nue, loin du lustre des boucliers ou des carapaces des armures. Le poitrail s'enfle et la croupe disparaît en un bond. Le hennissement s'attarde sur le noir de la robe. Les points dorés, télégraphiques, transmettent l'ordre qui claque comme un fouet. La forêt animale se laisse emporter par le souffle de l'attaque. La mêlée impénétrable s'anime comme une flamme. La bannière rouge ondule encore par l'arabesque de la licorne. L'héraldique, par vagues, devient elle-même sonore.
Au centre, l'homme qui commande au tumulte fait silence. C'est un portrait. La peinture prolonge le cri et suspend le saut. La course qui s'amorce est déjà un envol. Le fantassin est prêt à jeter sa lance. L'arbalète a relâché les cavaliers comme une flèche. Le corps solidaire des chevaliers baisse sa lance, à moins qu'il ne déploie leur bras comme une aile. En fine lame, les variations grises du métal ont la clarté mobile d'un plumage. Les chevaux en quadrige décollent. Le cavalier aérien ne touche plus terre. Comme Pégase, cheval ailé, symbole de la renommée, il parcourt les airs lancés au galop. Les pieds de fer de Pégase montrent, dit-on, l'éternelle vigueur de la gloire. Ici, les sabots de métal, prêts à poser leur empreinte retentissante, se montrent par dizaines dans une course qui n'a pas de fin. Céleste de la charge passe dans le piétinement des hommes. Les cavaliers, qui attaquent à tire-d'aile, sont devenus à la fois mille pattes et oiseaux. Voix, cris, musique se rassemblent en un tapage que le tableau libère. Le bouclier fait tournoyer sons et couleurs, allaitement du cheval, clameur des bouches, pieds qui tapent, et lance qui siffle. La rumeur des hommes et des chevaux est aussi métaphorique. Le bruit de la bataille prépare celui de la renommée. Les talons qui frappent le sol martèlent pour celui qui regarde la certitude d'une victoire à venir. Explosant le cadre de la peinture, la charge pour horizon de mémoire. L'assaut des lances tombe à l'abord de l'oubli. Comme d'infinies trompettes, elles visent un hors-champ où leur action ne cesse de retentir. La nymphe écho, dit Ovide, se cache dans les bois. Invisible dans la montagne, tout le monde l'entend. Elle est le son qui vit en elle. Sur le panneau d'Uccello, l'éclat de la gloire s'est un peu éteint. Le faible écho qu'il en reste est celui de la peinture. Merci beaucoup. Si vous avez quelques questions ou échanges, c'est avec plaisir ou réaction. Mais je sais qu'on a débordé le temps, donc je comprends. En même temps, c'est le silence qui suit votre réflexion, je pense, Pauline. Ça a déclenché, je pense, des réflexions qui vont mûrir dans les prochains jours et peut-être qui n'amènent pas des questions immédiates. Est-ce que certains d'entre vous auraient des réflexions à partager ou des questionnements ? Oui. Merci. Puisqu'il n'y a pas de questions, je voulais peut-être dire l'émerveillement vraiment que j'ai eu pendant tout cet entretien et le décryptage extraordinaire que vous faites pour nous. Merci infiniment. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, je laisserai partir le public en remerciant Pauline Laffy pour cette magnifique
conférence qui a vraiment fourni de nouvelles pistes de méditation autour de cette peinture mouette qu'on n'a pas l'habitude de voir nous envoyer des effets sonores, mais qui pourront peut-être nous parler un peu plus à partir de maintenant. Bonne soirée à tous et on se revoit probablement le 7 avril. En tout cas, vous êtes les bienvenus pour la prochaine conférence.